Lors de mon propre dîner de remise de diplôme, devant parents et amis, mes parents se sont penchés au-dessus de la table pour m'ordonner de céder la totalité de mon héritage à ma sœur, comme si mon avenir leur appartenait. Lorsque j'ai refusé, mon père a saisi mon diplôme, a allumé son briquet et a chuchoté « Tu ne mérites pas l'argent de grand-père ». Le papier s'est recroquevillé en cendres sous les regards stupéfaits de l'assemblée. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement souri, je me suis levée et je suis partie, car la véritable raison de mon calme ce soir-là n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient brûler, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait la semaine suivante. Je m'appelle Camille Lefebvre, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai appris à me faire toute petite à table. Non pas parce que je manquais d'opinion ou de courage, mais parce que dans ma famille, le silence était le langage le plus sûr. Marc et Isabelle, mes parents, adoraient l'idée d'un foyer parfait dans les beaux quartiers de Neuilly, le genre de vie qu'on voit sur les cartes de vœux. Chloé, ma sœur cadette, correspondait parfaitement à cette image, sans effort. Elle était leur enfant prodige, celle qu'il habillait pour les photos, celle dont il se vantait auprès des inconnus. J'étais l'autre fille, la calme, la pragmatique, celle qu'ils oubliaient de présenter à moins qu'on ne le demande. En grandissant, j'ai appris exactement quelle était ma place. À 11 ans, j'ai traîné toute seule mon projet de robotique à travers le gymnase de l'école parce que papa avait emmené Chloé à un cours d'art après la classe. À 15 ans, j'ai pris un bus de nuit pour un programme de recherche à Lyon pendant que mes parents emmenaient Chloé à la Fashion Week. Et à 17 ans, lorsque j'ai remporté une bourse d'études nationales, j'ai scanné l'auditorium à la recherche de leur visage et n'ai trouvé que celui de mon grand-père, debout tranquillement au fond, comme il le faisait toujours. Grand-père Lefebvre était le seul à me voir. Il comprenait ma façon de penser, ma façon de ne pas avoir besoin de bruit pour occuper l'espace. Il m'a appris des choses simples, comment remplacer un circuit, comment lire un contrat, comment maintenir mes limites sans élever la voix. Le silence, disait-il, peut être une stratégie, pas une soumission. C'est peut-être pour cela que je ne me suis jamais rebellée. Quand ma mère balayait mes accomplissements d'un hochement de tête, ou quand mon père insistait sur le fait que Chloé avait un avenir plus brillant, je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je me disais que je n'avais pas besoin qu'ils m'applaudissent. Mais la vérité était plus compliquée. Il y avait des nuits où je restais assise dans ma chambre d'étudiante à fixer le plafond, me demandant ce que cela ferait si, juste une fois, mes parents étaient fiers de moi. Pas fiers de mon calme ou du peu de problèmes que je causais, mais fiers de la personne que je devenais. Je pensais que ce soir de remise de diplôme pourrait être ce moment. J'imaginais Marc me serrant la main, Isabelle me tirant vers elle pour une photo, Chloé me taquinant comme le font les sœurs quand les caméras sont éteintes. Au lieu de cela, nous étions assis à une table polie sous des lumières dorées tamisées, et je sentais le fossé familier s'installer entre nous. Chaque question qu'ils posaient sur mon nouveau poste d'ingénieur informatique comportait une pointe de mépris, comme s'ils attendaient que j'admette que je ne le méritais pas. Chloé parlait de ses projets en termes vagues et extravagants, nouveaux ateliers d'art, voyages, opportunités futures qui impliquaient toujours l'argent de mes parents. Pourtant, j'essayais d'ignorer le malaise qui me nouait l'estomac. C'était mon diplôme. Pour une soirée, je voulais la paix. Je voulais quelque chose qui ressemble assez à un souvenir de famille auquel je pourrais me raccrocher. Mais les gens révèlent leur vrai visage quand ils pensent vous posséder. Et ce soir-là, mes parents ont tout révélé. La tension n'a pas explosé d'un coup. Elle s'est accumulée lentement comme des nuages d'orage derrière une conversation polie. Je l'ai remarqué dans la façon dont Marc ajustait constamment sa montre, dans la façon dont le sourire d'Isabelle se crispait chaque fois que quelqu'un me félicitait, et dans la façon dont Chloé se penchait en arrière sur sa chaise comme si la soirée lui appartenait déjà. J'essayais de rester présente. Je répondais aux questions sur mon nouveau rôle, gardant un ton léger, buvant de l'eau pour m'ancrer, mais sous la surface, quelque chose clochait. Une sorte d'anticipation, comme si tous les trois avaient répété quelque chose avant d'entrer dans ce restaurant. Tout a commencé quand la panna cotta est arrivée. Marc s'est raclé la gorge, un son assez net pour capter l'attention de toute la table. Il a fouillé dans sa sacoche en cuir, en a sorti une chemise marron et l'a fait glisser sur la table vers moi. « Camille, a-t-il dit, c'est important. » Isabelle a croisé les bras. Chloé a coincé une mèche blonde derrière son oreille, souriant comme si elle connaissait déjà la fin d'une histoire qu'on ne m'avait même pas encore racontée.
J'ai ouvert le dossier juste assez pour voir les bords, relevés bancaires, détails de propriété, quelque chose de notarié. Mon pouls a bondi. Je savais ce que c'était. Marc n'y est pas allé par 4 chemins. Il ne le fait jamais. Ton grand-père te faisait confiance, a-t-il dit. Mais tu as déjà un emploi stable. Chloé ne fait que commencer. Signe le transfert pour qu'elle puisse gérer l'héritage. C'est ce que fait la famille. Famille. Intéressant comme ce mot ne surgissait que lorsqu'il voulait quelque chose. J'ai gardé une voix stable. Je ne signerai rien. La table est devenue silencieuse. Chloé a cligné des yeux, stupéfaite que j'ai dit non à voix haute. Les lèvres d'Isabelle se sont pincées en une fine ligne de jugement. Marc s'est penché en avant comme s'il ne m'avait pas bien entendu. Camille, a-t-il dit plus lentement cette fois. Ne sois pas difficile. C'est pour la famille. Je l'ai répété. Non. C'était la première fois en 24 ans que je leur disais non sans m'excuser. Le visage de Marc est passé de la confusion à l'irritation, puis à quelque chose de plus sombre. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu, a-t-il dit. Mais je comprenais. Pour une fois, je comprenais tout parfaitement. Quand Chloé a laissé échapper un petit ricanement, le dernier fil qui me retenait a cassé. Elle a chuchoté, « Allez, Camille. Tu n'étais même pas proche de papy. Pourquoi te laisserait-il quelque chose de concret ?» Ma gorge s'est serrée, non pas de larmes, mais de clarté. Il ne m'avait jamais vu autrement que comme un bouche-trou, quelqu'un à exploiter pour le soutien émotionnel, pour une obéissance silencieuse, pour tout ce dont ils avaient besoin. Je me suis adossée, respirant calmement. Je ne signe pas. C'est alors que Marc s'est levé, a sorti mon diplôme de son sac et a allumé un briquet. Ses yeux ont rencontré les miens, provoquants, cruels, certains qu'ils pouvaient encore me faire plier. Tu ne mérites pas l'argent de grand-père, a-t-il dit. La flamme bleue a touché le coin du papier, et toute la salle a halté alors qu'il se recroquevillait en cendres noires. Mais en moi, quelque chose a changé, calme, stable, irréversible. Pas brisé, mais éveillé. La flamme aurait dû me terrifier. Elle aurait dû me détruire, me faire perdre mes moyens comme Marc s'y attendait. Au lieu de cela, alors que mon diplôme partait en fumée, quelque chose en moi est devenu immobile comme un lac après que le vent soit tombé. Les invités murmuraient, des couverts s'entrechoquaient, quelqu'un a sorti son téléphone. Le sourire de Chloé a vacillé, la confusion scintillant dans ses yeux. Isabelle n'a pas bougé du tout. Elle me regardait juste, attendant que je m'effondre pour pouvoir dire que je surréagissais. Mais je ne me suis pas effondrée. J'ai regardé les cendres dériver sur la nappe blanche et je me suis sentie légère. Des années à être négligée, rejetée, gérée comme un inconvénient, tout cela s'est cristallisé en une vérité claire. Il n'y avait plus rien ici qui valait la peine d'être retenu. Marc semblait presque déçu que je ne pleure pas. Voilà ce qui arrive quand tu oublies qui te soutient, a-t-il dit. C'est drôle, je ne me souvenais pas d'une seule fois où il m'avait soutenu. Je me suis levée lentement, lissant l'ourlet de ma robe. Tu as fini, ai-je demandé. Il a cligné des yeux, surpris par mon calme. Chloé a tendu la main comme pour attraper mon poignet. Camille, ne sois pas dramatique. J'ai reculé avant qu'elle ne me touche. Sa main s'est figée en l'air. Isabelle a enfin parlé, sa voix basse et froide. Si tu sors maintenant, tu choisis de diviser cette famille. L'ironie m'a presque fait rire. Ils avaient divisé cette famille bien avant que j'apprenne à épeler mon propre nom. J'ai pris mon sac à main, posé ma serviette proprement sur la table et croisé leurs 3 regards un par un. Ce n'est pas moi qui divise quoi que ce soit, ai-je dit. J'ai juste fini de faire semblant que ceci est une famille. Des halètements ont parcouru la table, mais je ne faisais pas ça pour le spectacle. Je ne jouais pas la douleur. J'avais simplement fini d'être petite. Je me suis retournée et suis sortie du restaurant, mes talons claquant doucement sur le carrelage. Personne n'a suivi. Ils étaient trop stupéfaits ou trop fiers, ou les deux. Dehors, l'air de la nuit m'enveloppait, frais, humide, apaisant. La rue sentait légèrement la pluie. Les voitures passaient à un rythme régulier. Pour la première fois de la soirée, je pouvais respirer. J'ai commandé un VTC,
me suis glissée sur la banquette arrière et j'ai fixé mon reflet dans la vitre. Mes yeux n'étaient pas rouges. Mes mains ne tremblaient pas. Je ressemblais à quelqu'un qui avait enfin arrêté d'essayer de gagner un amour qui ne viendrait jamais. L'appartement de tante Valérie à Montmartre était sombre et chaud quand je suis arrivée. Elle avait laissé la porte ouverte, une tasse sur le comptoir, des sachets de tisane à la camomille à côté de la bouilloire. Pas de questions, pas de pitié, juste de l'espace. Allongée sur son canapé cette nuit-là, j'ai tout repassé en boucle, non pas avec colère, mais avec compréhension. Leur cruauté n'était pas soudaine. Elle était rôdée, attendue. Et pourtant, je n'avais pas craqué. J'avais souri. J'étais partie. Parce qu'au fond, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Leur performance de ce soir n'était pas la fin de l'histoire. C'était l'erreur finale qui rendait la vérité impossible à cacher. Et la semaine prochaine, au cabinet d'avocat, ils comprendraient enfin à quel point ils m'avaient mal jugé. Le lendemain du dîner, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de tante Valérie, douce et chaude, comme si elle ne savait pas que toute ma vie avait basculé pendant la nuit. Je m'attendais à me réveiller secouée, furieuse, peut-être même le cœur brisé. Au lieu de cela, je ressentais un calme inconnu, stable, ancré, d'une manière qui rendait tout autour de moi plus net. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Les textos de Chloé sont arrivés en premier, courts, suffisants, dégoulinant de sentiments de dû. Merci pour la chambre, sœurette. Je la repeins en rose poudré. Ça ne te dérange pas, hein? De toute façon, tu n'as jamais aimé cette maison. Et, essaie d'être solidaire pour une fois. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous, non pas à cause des larmes, mais de la lucidité. Elle croyait sincèrement que la maison était déjà à elle. Puis est venu l'email de Marc, long de 3 pages. Enfoui sous les accusations ingrates, égoïstes, dramatiques se trouvait un seul message: renonce à l'héritage. Répare le gâchis que tu as causé. Sois la fille que nous voulons. J'ai fermé l'email sans le finir. Enfin, Isabelle a appelé, pas pour s'excuser, pas pour demander si j'étais en sécurité. Elle s'est lancée directement dans la stratégie, comme si le dîner avait été une négociation qui avait légèrement dérapé. Ton père ne le pensait pas, a-t-elle dit d'une voix larmoyante. Tu sais comment il est quand il est stressé. Signe juste, Camille. Ça ne vaut pas la peine de déchirer la famille. Mais elle était déjà déchirée. J'avais juste arrêté de prétendre que les fissures étaient des lignes décoratives dans le marbre. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je ne lui ai pas rappelé qu'ils avaient brûlé la plus grande chose que j'ai jamais gagnée. J'ai simplement raccroché, puis éteint mon téléphone entièrement, car il n'y avait plus qu'une seule conversation qui comptait désormais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et écrit un seul email à Maître Durand. C'est le moment. Il a répondu dans les minutes suivantes. La semaine prochaine, bureau de la Défense. Ils seront tous notifiés. J'ai posé l'ordinateur, me suis adossée au canapé de tante Valérie et j'ai expiré. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas. Je choisissais. La semaine s'est passée calmement, un étrange contraste avec la tempête qui se préparait en dessous. Au travail, je me suis concentrée sur les revues de code et la planification de projets, me glissant dans la partie de ma vie qui avait du sens. Le soir, je restais chez tante Valérie, buvant du thé, les dents dans de petites taches, regardant de vieux films. Elle ne me forçait pas à parler. Elle restait simplement assise avec moi, une encre silencieuse dans un monde qui avait basculé sur son axe. Ton grand-père avait vu venir tout ça, m'a-t-elle dit un soir. Il te faisait confiance pour une bonne raison. J'ai hoché la tête, bien que le poids de cette confiance pesât lourd sur ma poitrine. Quand le jour est enfin arrivé, j'ai conduit jusqu'au quartier de la Défense tôt le matin. Le ciel était sans nuages, lumineux, presque moqueur. Je me suis garée devant la tour du cabinet d'avocat, j'ai lissé mon blazer et je suis entrée. Le hall sentait légèrement le bois ciré et le nettoyant au citron. Maître Durand m'a accueilli d'un hochement de tête solennel. Ils sont en route, a-t-il dit. Êtes-vous prête? Je suis prête depuis des années, ai-je répondu. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de conférence, une longue table, de hautes fenêtres donnant sur Paris,
des chaises en cuir trop rigides pour être confortables. Au centre reposait une pile de documents soigneusement reliés, le poids de tout un héritage scellé dans des pages blanches immaculées. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Marc est entré le premier, la mâchoire serrée, les yeux perçants d'indignation. Isabelle suivait, l'expression pincée comme si elle se préparait à être embarrassée. Chloé marchait derrière eux, téléphone à la main, lunettes de soleil perchées sur la tête comme si elle se rendait à un brunch plutôt qu'à une procédure judiciaire. Elle s'est figée en me voyant. Sérieusement, a-t-elle marmonné. Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Je n'ai pas répondu. Ils se sont assis en face de moi. Une division parfaite, une métaphore parfaite. Maître Durand a commencé sans cérémonie. Comme indiqué dans le testament officiel de Monsieur Lefebvre. La pièce s'est figée. Même l'air semblait retenir son souffle. Il a lu ligne après ligne, des détails, des dates, des signatures, des déclarations de témoins, et puis la partie qu'il n'avait jamais prévue. L'intégralité du patrimoine, y compris toutes les propriétés, investissements et parts de l'entreprise, doit être transférée uniquement à sa petite-fille, Camille Lefebvre. Les lèvres d'Isabelle se sont entr'ouvertes. La mâchoire de Chloé est tombée. Marc s'est penché brusquement en avant. C'est impossible, a-t-il claqué. Il a promis. Non, l'a interrompu calmement Maître Durand. Il ne l'a pas fait. Chloé a frappé la table de sa main. J'ai déjà versé un acompte pour un atelier d'art. Tu ne peux pas juste. Je l'ai regardé, stable et sans cligner des yeux. Ce n'est pas à toi de dépenser cet argent. Elle a secoué la tête. Tu n'aimes même pas la maison. Tu ne te soucies même pas de l'entreprise de papy. Elle n'avait aucune idée à quel point je m'en souciais. Combien d'étés j'avais passé en stage, observant silencieusement l'entreprise glisser sous une mauvaise direction. Combien de nuits grand-père et moi avions passé ensemble à examiner des plans et des idées qu'il n'avait jamais pu mettre en œuvre. Marc a essayé à nouveau, s'appuyant sur la force qu'il avait utilisée toute ma vie. Tu es trop jeune pour gérer tout ça. Tu vas tout gâcher. Chloé est une enfant gâtée, ai-je dit, ma voix calme, mais plus tranchante que n'importe quel cri. Et c'est vous qui lui avez appris à l'être. Le silence qui a suivi était épais, lourd, révélateur. Puis Maître Durand a cliqué sur une télécommande. J'ai une dernière chose à montrer. Une vidéo est apparue sur l'écran au mur. Grand-père était assis dans son bureau, frêle mais les yeux encore vifs. Si vous regardez ceci, a-t-il commencé, cela signifie que Camille a tenu sa promesse de garder le silence jusqu'à ce que la vérité puisse parler d'elle-même. Isabelle a couvert sa bouche. Marc fixait l'écran, figé. Chloé a chuchoté, non. Grand-père a continué, je vous ai vu dénigrer ses réussites. Je vous ai vu célébrer une enfant tout en ignorant l'autre. J'ai vu Camille devenir forte d'une manière que vous n'avez jamais pris la peine de voir. La pièce pulsait de tension. Personne ne respirait. Et je lui lègue tout, a-t-il dit, parce que la force doit être respectée, pas exploitée. La vidéo s'est terminée. Le silence a enflé comme une marée. Je me suis levée, posant mes mains légèrement sur la table. Ce n'était pas une vengeance, ai-je dit. C'était la justice. Et ceci, j'ai fait un geste vers les contrats, c'est moi me choisissant moi-même. Le visage de Marc s'est effondré, non pas de remords, mais avec la réalisation que le contrôle lui glissait entre les doigts. Isabelle a baissé les yeux, les larmes au bord des cils. Chloé a caché son visage, secouant la tête alors que son avenir se réécrivait en temps réel. J'ai rassemblé les documents que Maître Durand m'a tendus, je les ai glissés dans mon dossier et j'ai reculé de la table. Tu as brûlé mon diplôme, ai-je dit à Marc. Mais tu n'as pas brûlé mon avenir. Personne n'a parlé. Personne n'a osé. Je suis sortie du bureau sous le soleil éclatant de Paris, et pour la première fois de ma vie, la lumière m'a semblé réellement chaude. 3 mois ont passé et le monde semblait différent, plus calme, plus léger, le mien. J'ai emménagé dans un petit appartement au sud de Paris, près du plateau de Saclay, assez proche pour aller au quartier technologique à pied ou à vélo chaque matin. L'endroit n'était pas grand, mais il semblait sûr d'une manière que rien dans mon enfance n'avait jamais été.
Une seule photo encadrée trônait sur mon bureau, grand-père et moi dans le jardin, riant tous les deux de quelque chose que nous seuls nous rappelions. Le travail a changé aussi. J'ai pris un poste de direction dans l'entreprise familiale, reconstruisant la structure de l'intérieur. Pas de politique, pas de népotisme, juste de la compétence. Les gens semblaient respirer plus facilement. Les employés qui semblaient autrefois vaincus me regardaient maintenant avec des yeux stables et pleins d'espoir. Je n'ai plus jamais entendu parler de ma famille. Pas un appel, pas un email, pas même un message de Chloé, qui était autrefois incapable de rester silencieuse plus d'une heure. Et étrangement, il ne me manquait pas. Ce que je ressentais, c'était la paix, stable, honnête, méritée. Le soir, je restais sur mon balcon à regarder les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. Pour une fois, mon esprit ne s'emballait pas. Je ne me demandais pas ce que j'avais fait de mal ou ce que je devais réparer. Je ne me rapetissais plus pour m'adapter au confort de quelqu'un d'autre. J'étais enfin entré dans une vie où je n'avais pas besoin de demander la permission d'exister. Parfois, je repense à cette nuit-là, aux flammes, au silence, à la façon dont je suis parti sans me retourner. Mais maintenant, debout sur mon balcon avec la brise nocturne qui me frôle, je comprends quelque chose que grand-père a essayé de m'enseigner tout au long. La force n'est pas bruyante. C'est se choisir soi-même même quand personne n'applaudit. Ma famille a perdu le contrôle au moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation.